Oui, alors bonsoir à vous, et c'est toujours votre ami Lawson Vilsena. Donc, je suis toujours prêt à vous soutenir. Je vous souhaite déjà bon visionnage pour cette formation sur la modélisation UML ou bien sûr le système d'information. Donc, il y a au départ deux types de modélisation. Il y a deux types de modélisation. Il y a la modélisation par décomposition fonctionnelle. Il y a la modélisation orientée objet. Il y a la modélisation par décomposition fonctionnelle. Et deuxièmement, il y a la modélisation orientée objet. Mais qu'est-ce que la modélisation par décomposition fonctionnelle? Donc, la modélisation par décomposition fonctionnelle, c'est le fait de décomposer la fonction globale jusqu'à obtenir des fonctions simples à appréhender et à programmer. Lorsqu'on développe une application, donc il est toujours important de bien vouloir découper cette application. Donc on parle de décomposition fonctionnelle. Donc en fonction simple. Donc c'est-à-dire c'est la fonction qui donne forme au système. Donc c'est là au départ qu'on appelle la modélisation par décomposition fonctionnelle. À ne pas oublier que dans les autres vidéos, dans les autres formations du cours, sur la chaîne Tech Info, toujours la même chaîne, donc j'ai parlé de la modélisation, l'importance de la modélisation, et j'ai parlé de les différents cycles ou bien de vie d'une application. On avait parlé de cycle de vie d'une application, mais de logiciel. Maintenant, on avait parlé de tests logiciels. Mais là, aujourd'hui, nous allons parler de les types de modélisation. Maintenant, il y a deux types de modélisation, comme je vous ai dit. Maintenant, il y a la modélisation orientée objet, qui est le COO, conception orientée objet. C'est le fait de partir avec les objets du domaine et remonter vers le système global. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on développe une application, donc, il faut savoir les objets du domaine, c'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'on parle de université, maintenant, qu'est-ce qu'on manipule au sein d'une université? Donc, on manipule des étudiants, on manipule comme objet professeur, on manipule comme objet et paiement, on manipule comme objet et employé, on manipule tant d'autres objets, on manipule par exemple les différents départements, on parle de département, on manipule tant d'autres objets au sein de l'université. Donc, c'est pourquoi au départ, il faut partir avec les objets du domaine en question. Voilà. Maintenant, de plus, il y a trois façons d'appliquer UML ou bien d'appliquer le langage UML. La première, la première méthode ou bien la première façon, c'est la UML en mode esquisse. C'est-à-dire diagrammes incomplets et informels qui sont tracés généralement à la main. Ils sont créés pour expliciter l'espace du problème ou de la solution. Donc, lorsque je parle de UML en mode esquisse, c'est lorsqu'on trace justement et c'est lorsqu'on trace justement les diagrammes à la main. Donc, je vous ai dit que UML est un langage symbolique, un langage graphique, un langage qui contient justement des sémantiques et des alphabets et sa propre grammaire ou bien ses règles. Donc, c'est pourquoi il est clairement un langage de programme, un langage graphique, disons. Donc, c'est pourquoi il avait trois façons de l'appliquer. Bien, il y a trois façons de l'appliquer. Il y a la première façon, c'est en mode esquisse. Deuxième façon, c'est en mode plan. Troisième façon, c'est en mode langage de programmation. Donc, lorsque je parle en mode esquisse, ça veut dire que il faut justement et il faut au départ tracer les éléments à la main. Ils sont créés pour expliciter l'espace du problème ou de la solution. C'est lorsqu'on explique un problème en traçant des éléments à la main. C'est-à-dire, on fait une conception à la main. Donc, c'est pourquoi on parle de UML en mode esquisse. Deuxième mode d'UML, c'est UML en mode plan. C'est-à-dire que là, on fait que tracer des diagrammes
Justement, donc ces diagrammes de conception qui sont relativement détaillés, ils sont importants pour. Donc ce sont des diagrammes qu'on crée justement, mais non pas à la main. Donc c'est tout à fait différent, mais des diagrammes qui est là pour faire de la pro-ingénierie et la rétro-ingénierie. La pro-ingénierie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est génération du code à partir du diagramme. Et la rétro-ingénierie, c'est génération du diagramme à partir du code. Qu'est-ce que ça veut dire? La pro-ingénierie, c'est lorsque qu'on génère des, du code à partir du diagramme, c'est-à-dire on a un ensemble de diagrammes, mais je vais avoir un ensemble de codes, c'est-à-dire les codes qui font ce diagramme. Donc, on peut déterminer ça. Par exemple, lorsqu'on veut, par exemple, tracer une interface graphique, ou bien lorsqu'on veut avoir une application, soit on utilise des codes pour pouvoir créer l'application, c'est-à-dire pour tracer l'interface, pour pouvoir donner des design patterns et autres, mais il faut justement utiliser soit un langage de programmation. Maintenant, à part, mais il y a aussi d'autres possibilités, c'est-à-dire que il y a des diagrammes, il y a des applications qui nous donnent la possibilité de produire et de produire des interfaces sans avoir utilisé les codes. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui ne sait pas programmer, il est actuellement, il donne actuellement la possibilité de travailler ou bien de créer des diagrammes, de créer des interfaces. C'est-à-dire, là, il nous donne la possibilité de travailler sans savoir, mais sans avoir la notion, bien aucune notion sur la notion de la programmation. Donc, c'est là la différence entre quelqu'un qui sait programmer, qui sait un langage pour pouvoir faire quelque chose, et quelqu'un qui ne sait pas. Pourtant, il peut faire les mêmes choses en fonction des outils disponibles. C'est pourquoi lorsque je dis la pro-ingénierie, c'est parce que ça donne la possibilité de créer du code à partir du diagramme. Et la rétro-ingénierie, qui est le contraire, va permettre de générer du diagramme à partir du code. Vous allez voir ça tout à l'heure dans dans les modules qui suivent. Maintenant, UML comme langage de programmation. Lorsqu'on dit comme étant un langage de programmation, donc, donc, donc lors du développement, on peut l'utiliser comme étant un langage de programmation donc, lors du développement d'un logiciel. Mais cela nous intéresse pas trop puisque nous allons justement centrer sur l'UML en mode plan. Donc, c'est cette partie-là qui va nous intéresser dans le cadre de ce cours. Donc, on va utiliser UML en mode plan, c'est-à-dire nous allons tracer des diagrammes puisque UML est un langage qui nous permet de générer des diagrammes, qui nous permet de générer des diagrammes pour pouvoir au début comprendre les systèmes qu'on va développer. Donc, on va décrire l'application tout au début, avant sa réalisation, avant son développement. Donc, voilà. Maintenant, il y a trois types d'UML. Il y a trois types d'UML. Il y a UML fonctionnel, il y a UML fonctionnel, il y a UML statique et il y a UML dynamique. Maintenant, lorsqu'on parle de UML fonctionnel, qu'est-ce que ça veut dire? L'UML fonctionnel contient les codisations, diagrammes de codisation et les diagrammes de séquence. Il y a au niveau du UML fonctionnel, il y a trois types de diagrammes. Il y a, il y a, il y a les cas d'utilisation, il y a diagramme de cardisation et il y a les diagrammes de séquence. Donc, au départ, donc, on voit il y a trois éléments justement dans ce type d'UML. Deuxièmement, il y a UML statique dans laquelle on trouve le diagramme de classe. Et, et pour la dernière pour le dernier type d'UML, il y a aussi UML dynamique. UML dynamique dans lequel on trouve diagramme d'état de transition, on trouve diagramme de collaboration et il y a tant d'autres diagrammes. Mais dans le cadre de ce cours, nous allons justement centrer sur l'UML fonctionnel, c'est-à-dire que nous allons au départ vous montrer comment utiliser ce type
d'UML qui contient les cadisations, diagrammes de cadisation et diagrammes de séquence. Et maintenant, après tout cela, nous allons justement entrer justement dans la notion de UML statique, UML dynamique. Voilà. Mais qu'est-ce que, puisque nous avons parlé de cadisation, puisque nous avons cité et centré sur l'UML fonctionnel, mais au départ, il faut parler d'UML, il faut parler de cadisation. Lorsqu'on parle de cadisation, qu'est-ce que ça veut dire? Avant de parler de cadisation, BCI, il faut tout d'abord parler de scénarisation. Qu'est-ce qu'un scénario? Un scénario, c'est la description d'une interaction entre l'utilisateur et le système et permet à l'utilisateur de réaliser un objectif. Au départ, ce que vous devez cerner, c'est que IML fonctionnel se centre sur la partie externe d'une application. Donc, qu'est-ce qui intéresse l'IML fonctionnel? C'est la partie externe de l'application, la partie fonctionnelle, c'est-à-dire la partie externe. Donc, l'interaction entre l'utilisateur et le système. C'est pourquoi, au départ, nous allons parler de cadisation. Donc, avant de parler de cadisation, il faut parler de scénario. Donc, nous avons dit qu'un scénario, c'est la description d'une interaction entre l'utilisateur et le système. Donc, puisqu'il y a une personne qui communique avec une application, au départ, il faut qu'il y ait une certaine description. Comment l'utilisateur communique avec une application? Comment il communique avec un système développé? Donc, au départ, il faut savoir ça avant de développer l'application. Comment l'utilisateur va interagir avec l'application? Et permet à l'utilisateur de chaque interaction causera justement un objectif. Donc, il y a toujours un objectif lors d'une interaction. Par exemple, quelqu'un qui est allé sur Facebook, il est allé pour une raison. Maintenant, cette raison-là lui intéresse à interagir avec l'application qui est Facebook. Maintenant, Facebook étant comme l'application et la personne qui interagit étant comme utilisateur. Donc, c'est comment l'utilisateur va fonctionner, va interagir avec le système. C'est là qu'on parle de scénario. Donc, scénario, c'est toute action, c'est la description d'une interaction entre utilisateurs. Donc, puisqu'il y a un utilisateur, il y a un système, donc il y a un ensemble, il y a des questions et réponses. C'est-à-dire qu'il faut interroger l'application. Et l'application doit retourner un message à l'utilisateur et qui va accomplir justement l'objectif de l'utilisateur. Voilà. Maintenant, lorsqu'on parle de, voilà, ici, exemple comme scénario utilisateur, nous avons un système qui s'appelle système de vente en ligne, scénario commandé. Donc, quelqu'un qui va commander un produit, par exemple. La première chose qu'il doit faire, il doit s'authentifier dans le système puis choisir une adresse et un mode de livraison. Le système indique le montant le total de sa commande au client. Donc, le client donne des informations de paiement. Donc, la transaction est effectuée et le système en informe le client par email. Lorsque on veut faire une commande sur un système, l'utilisateur doit d'abord s'authentifier ou bien se connecter. Après avoir se connecté, l'utilisateur va justement demander ou bien faire la demande de livraison du produit en donnant ces informations, les informations nécessaires et de plus, le système lui indique le montant total il va faire une commande, donc il faut qu'il y ait la totale, ou bien le total de la commande. Donc, puisque cela va être effectué parce qu'il n'y a pas de commande sans un montant prédéfini. Donc, il y a un montant, donc le client va fournir ce montant-là pour qu'on puisse avoir une transaction complète. Maintenant, après avoir complété tout cela, le système va le fournir un message par email pour dire que voilà, la transaction est réussie. Maintenant, on va vous livrer le produit. Donc, il faut penser que le scénario peut redérouler. Tout dépend du contexte. Si l'utilisateur ne fournit pas l'information en clair, donc le système va lui dire donc maintenant, ces informations ne sont pas correctes. Donc il faut bien ajouter ou bien ces informations, les informations ne sont pas valides. Donc tout à fait. Et puis, ce système-là va retourner le processus. Donc c'est pourquoi on dit que
le système, le scénario peut être déroulé. Donc, c'est l'ensemble, c'est une explication, et en grosso modo, mais vous allez comprendre ça là lorsque nous allons vous montrer la notion de diagramme, l'explication dans la création de diagramme. Donc, c'est pourquoi on dit que lorsqu'on parle de qualisation, c'est l'ensemble de scénarios. Donc, une qualisation, c'est un ensemble de scénarios, pas un seul, pas une seule, on dit, je crois. On dit, c'est pas un, c'est un ensemble de scénarios. Donc, c'est pas un seul scénario, donc c'est plusieurs scénarios. Donc, ensemble des scénarios réalisant un objectif utilisateur. Donc, on dit que qualisation est aussi fonctionnalité, c'est une fonctionnalité du système du produit, c'est la fonctionnalité du système du point de vue de l'extérieur. Donc, c'est toute action externe, toute interaction externe. Au niveau de CI ou bien de qualisation ou qualisation, il y a deux éléments. Donc, dans une qualisation, on a deux éléments, on a un acteur, un système. C'est-à-dire que il y a acteur, il y a système. Donc, c'est là l'élément qui va nous servir de base pour la notion de qualisation. Je vous ai dit tout à l'heure, un acteur, donc il y a un utilisateur, il y a un système. Donc, l'utilisateur là, c'est la personne qui interagit. Donc, l'acteur même, c'est une personne, c'est quelqu'un qui interagit avec le système. On parle d'acteur. Un acteur, c'est quelqu'un qui interagit avec le système. C'est pourquoi on dit qu'il y a plusieurs, vous allez voir qu'est-ce qu'un acteur, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça. Donc, un acteur au départ, c'est entité qui interagit avec le système ou utilisateur principal du système. Un acteur, c'est celui qui interagit avec le système, c'est celui qui communique avec le système, c'est celui qui interroge le système, c'est celui qui questionne le système. L'utilisateur principal du système. Donc, un acteur peut être une personne, une chose, un logiciel, un visiteur ou un élément extérieur du système. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que un logiciel peut communiquer à un autre logiciel. C'est pourquoi on dit qu'un logiciel peut se, peut se servir comme étant un acteur. Donc, je vous ai dit qu'un acteur, c'est celui qui interagit avec le système. Donc, troisièmement, on peut dire que un acteur représente joue toujours un rôle. Un acteur représente un rôle ou joue toujours un rôle au niveau du système et plusieurs rôles sont possibles pour une même entité. Donc, ce que vous devez remarquer, c'est que un utilisateur peut jouer plusieurs rôles. Donc, l'utilisateur est capable de jouer plusieurs rôles. Tout dépend du contexte, tout dépend de ses actions au niveau du système. Donc, un acteur peut être toujours identifié par son nom au niveau du système. Par exemple, lorsqu'on crée un système d'inscription en ligne, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir soit un étudiant. Un étudiant va effectuer une inscription en ligne. Un étudiant va se servir comme étant un acteur. Donc, le système va lui il va avoir le système pour qu'il puisse faire l'inscription. Mais étudiant va se servir comme étant un acteur parce que c'est lui qui va interagir avec le système qui gère l'inscription en ligne. Donc c'est pourquoi il est un acteur. Donc c'est une explication simple. Donc une qualisation, c'est fonctionnalité visible de l'extérieur. Donc on dit que c'est l'action déclenchée par un acteur. Par exemple, une qualisation doit être toujours identifiée par une action. C'est-à-dire que connecter, déconnecter, ok, on peut dire supprimer, imprimer, ok, on peut dire aussi modifier, ok, tout ça, ce sont des verbes qui peuvent former justement la question de qualisation. Donc, les verbes doivent être toujours à l'infinitif. Donc, ce qu'il faut remarquer, c'est que la vision du système se sent toujours sur l'utilisateur. À partir des qualisations, on va y avoir des diagrammes de qualisation. C'est-à-dire que on ne peut pas avoir des diagrammes de qualisation sans avoir des cas d'utilisation. On va voir. Donc, je vous ai dit que pour parler du diagramme de qualisation, il faut avant tout avoir quatre éléments de base. Il faut avoir un système. Deuxièmement, il faut avoir un acteur comme étant les personnes, comme étant un logiciel, comme étant une chose.
il faut avoir la notion de qualisation. C'est-à-dire que pour avoir de qualisation, il faut avoir actif, il faut avoir système. Et il faut avoir ce qu'on appelle une relation. Donc, c'est l'exemple, c'est le schéma qui représente le système. Donc, on représente le système sur cette manière-là. Deuxième acteur, on le présente comme étant une personne. Qualisation, donc on voit c'est un cercle et à l'intérieur duquel on met justement, on met localisation. Donc vous allez voir ça tout à l'heure. Et puis ici on voit la relation. Donc maintenant il faut qu'il y ait une relation entre l'acteur et les CU. Vous allez voir. Ici, exemple du diagramme de localisation. Maintenant, voilà, commander produit. Commander produit, c'est localisation. Donc, ici, on voit le client, c'est l'acteur. Ici, on voit ça, c'est localisation. Et ici, on voit l'association. Donc, c'est la forme d'association puisqu'il y a une relation entre acteur et localisation. L'acteur est toujours en relation avec un ou plusieurs localisations. Donc là, on met le système. Donc il faut d'abord mettre le système avant tout et après, à l'intérieur duquel on va ajouter tous les autres éléments. On va ajouter les qualifications et on va mettre en relation les acteurs et tout ça. Mais il faut penser qu'on peut avoir plusieurs acteurs, pas seulement un seul acteur. On peut avoir plusieurs acteurs. Donc c'est pourquoi on dit que l'association, c'est la relation entre acteurs et localisation. C'est pourquoi on met ça, on met client et on met commander produit. Je vous ai dit que le verbe doit être toujours à l'infinitif dans le cercle. Donc, l'association représente la possibilité pour l'acteur de déclencher l'essai. Donc, c'est donc, un client commande un produit. Voilà. Donc là, l'utilisateur, les clients déclenchent une action. Donc, il représente l'acteur. OK? Mais ce que vous devez savoir, c'est que le système doit toujours avoir un nom. Il faut toujours nommer justement le système. Et pour finir, pour vous montrer clairement ce que je dois faire, ici, voici comment présenter clairement un diagramme de localisation. Donc, je vous ai dit qu'il faut avoir localisation comme étant créer compte. C'est le premier localisation. Donc, il faut avoir ici gestion étudiant. Donc, si on va gérer un système qui gère des étudiants, donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir comme acteur étudiant et on va avoir comme acteur employé. Et on peut avoir d'autres, mais je fais ça comme ça pour vous comprendre rapidement. Maintenant, étudiant, quelle action peut poser l'étudiant? Mais quelle action, qui action que l'étudiant ça fait dans le système? Donc, un étudiant doit d'abord créer un compte. Donc, s'il crée un compte, il peut tout à fait se connecter. Donc, il peut être authentifié, connecté à un compte. Donc, s'il crée un compte, il peut effectuer un paiement, c'est-à-dire que c'est un paiement en ligne. Donc, je dois mettre A ici. Donc, il y a une faute ici. Donc, paiement, on met AI et paiement. Donc, maintenant, et un étudiant peut aussi supprimer un compte, donc dépend de la politique du système, des développeurs. Et l'étudiant peut aussi modifier son compte s'il a fait une erreur lors de l'ajout des informations sur ce compte. Maintenant, on peut avoir un employé. Donc, un employé peut effectuer des actions aussi. Donc, un employé peut créer un compte, un employé peut se connecter, un employé peut modifier un compte, un employé peut supprimer, tout dépend du rôle de l'employé. Donc, c'est pourquoi là, c'est un diagramme de localisation. Donc, on forme le CU ici, qui est au tout début, se trouve dans le cercle. Maintenant, il faut créer une relation avec l'acteur. Et après avoir créé l'action, si on crée l'action, on crée la relation entre acteur et les CU, on a automatiquement un diagramme de cas d'utilisation. C'est un plaisir
Je pense que vous avez bien compris la notion de diagramme, la notion de cadration. Mais ce que vous devez retenir ou appréhender ou savoir, c'est que on ne peut pas avoir un diagramme sans avoir les cas d'utilisation. Maintenant, on ne peut pas avoir un cas d'utilisation sans avoir des acteurs et un système. Donc, il faut avoir un acteur, il faut avoir un système, il faut pour pouvoir au départ avoir un cas d'utilisation. Donc, c'est le système. Il faut avoir un verbe, c'est pourquoi on dit que l'acteur doit toujours identifier par son nom de système. L'acteur doit aussi euh, faire, faire ou effectuer, doit faire, je voudrais dire, ou effectuer une action. Donc, il doit toujours déclencher une action. Il déclenche une action, on parle de scénario. Donc, un étudiant crée un compte, c'est un scénario. Donc, il déroule, c'est un scénario. Un scénario décrit l'action de l'utilisateur. Maintenant, créer compte, c'est le CU, mais lorsqu'on dit un étudiant effectivement, là, on parle de le scénario. Donc, ça déclenche l'action. Un étudiant, un employé crée un compte. OK? Donc, on parle de CU. En fait, ou bien cas d'utilisation. Voilà. Maintenant, nous allons utiliser plusieurs logiciels pour pouvoir créer les diagrammes, mais pour pouvoir créer le diagramme de cadisation. Maintenant, nous allons utiliser soit StyleUML, soit ArgoUML, soit Lucidchat ou bien Microsoft Teams. Mais dans mon cas, on va utiliser StyleUML. Dans une autre vidéo, je vais revenir pour vous expliquer la notion de création de diagramme avec l'un des logiciels qui est le logiciel probablement StyleUML, mais je peux utiliser Lucidchat, tout dépend de ce qu'on a. Mais si vous voulez que j'utilise tous les logiciels, donc laissez un commentaire dans le chat ou bien laissez-nous un message et vous allez nous dire est-ce que vous voulez utiliser ou bien savoir utiliser les différents logiciels qui sont ici dans, dans, dans ce slide-là. Voilà. Maintenant, identifier les localisations. Par exemple, il y a ici créer compte. OK, c'est moi. Il y a connecté à un compte, effectuer un paiement. Donc, supprimer compte, modifier. Donc, là, on parle de cas d'utilisation. Voilà. Donc, c'est un plaisir pour nous de bien vouloir vous expliquer ces différentes notions-là. Mais je laisse ici pour vous un petit exercice. Donc, vous êtes embauché dans une entreprise comme analyste et développeur et le directeur de la banque vous a demandé de faire ou de développer un système de gestion bancaire. Donc, en déterminant les besoins du système, les acteurs, en définissant les rôles de chacun d'eux, déterminer les fonctionnalités du système par localisation, faites un diagramme de localisation ou plusieurs diagrammes de localisation, utilisez StarUML. Écoutez bien, vous êtes embauché dans une entreprise comme analyste et développeur. Et le directeur de la banque vous a demandé de faire ou de développer un système de gestion bancaire. Maintenant, ça, c'est un exercice. Donc, puisque on vous a demandé de développer pour, un système pour la gestion de la banque, maintenant, déterminer les acteurs qui se trouvent dans la banque, les, les qualisations, tous les scénarios possibles. Okay? Ouais, on vous a demandé de déterminer les besoins du système, c'est-à-dire quels sont les besoins. Il faut déterminer les acteurs, qui sont les acteurs qui sont tous de la banque. Tout dépend de la banque que vous voulez choisir. En définissant les rôles de chacun d'eux. Donc, définir les rôles de chacun d'eux, déterminer les fonctionnalités du système. Donc, déterminer les fonctionnalités. Donc, il faut décomposer les fonctionnalités. Et puis, donc, il faut créer justement la localisation. Et puis, il faut créer un diagramme de localisation, bien plusieurs diagrammes de localisation. Tout dépend des, de vos objectifs. Voilà. Voilà. Donc,
Donc, c'était tout un plaisir. Merci et au revoir. C'était Lawson Vilsena, Vilsena New Tech. Voilà.